comme promis, on va parler d'intelligence artificielle et de SEO. Alors, je m'appelle Philippe Yonnet, pour ceux qui prennent la conférence pour la première fois. Et donc, ça fait déjà quelques années que je regarde de près l'évolution de tout ce qui est Natural Language Processing, le TALN en français, le traitement automatisé des langages naturels, et de regarder les applications pour tout ce qui est web, et pas uniquement pour le SEO. Et donc là, en ce moment, on est en train de vivre une période très intéressante. On est à l'aube d'une véritable disruption. Je pèse mes mots. Alors, comme toutes les disruptions, je me souviens, comme je suis vieux, très vieux, de la précédente disruption que j'ai connue, c'est à l'époque où l'Internet a remplacé le Minitel, et où il y avait un certain nombre d'acteurs du marché, de tout ce qui était la télématique, on appelait ça comme ça à l'époque, qui disaient oui, mais bon, Internet, on verra dans 5 ans, dans 10 ans, oui, puis 3 ans après, ils étaient morts. Voilà. Donc là, la question, c'est est-ce que vraiment une disruption qui peut être amenée par l'intelligence artificielle est capable de chambouler certaines activités, dont le SEO, d'ici 3 ans? Je vous donnerai la réponse à la fin. Mais en attendant, je vais essayer de vous expliquer de quoi on parle. Alors déjà, en faisant quelques petites expériences avec Cédille. Alors c'est quoi Cédille? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage préentraîné. Alors en fait, comment est-ce qu'on fait un modèle de langage préentraîné? On demande déjà à un programme d'aller aspirer toutes les informations figurant dans des pages web dans une certaine langue. Alors, la plupart des modèles de langage dont on parle aujourd'hui, qui font le buzz, sont entraînés pour l'anglais. Et il y a une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que ces modèles de langage ne sont pas très bons pour d'autres langues que l'anglais. Donc il y a déjà une première limitation. Donc ça donne peut-être un début de commencement de vision sur le parti pris que j'ai sur à quel moment va arriver la disruption. Mais celui-là est entraîné, cette intelligence artificielle-là, ce modèle de langage préentraîné, est entraîné sur du français. Alors je vous le montre pour 2 raisons. D'une part parce que c'est ce qu'on a de plus avancé et d'évolué pour la langue française aujourd'hui, et c'est gratuit. Donc vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Donc le site, comme vous le voyez, s'appelle cedille.ai, comme intelligence artificielle en anglais. Et on peut faire des tas de choses avec lui, et notamment dialoguer, lui poser des questions et lui demander de rédiger des contenus. Donc si vous demandez à Cédille ce que c'est qu'une intelligence artificielle, il vous dit tranquillement qu'une intelligence artificielle est un programme informatique qui imite les comportements humains. Alors pour information, une intelligence artificielle, c'est juste un programme qui imite les humains. Donc déjà, vous oubliez le côté intelligence là-dedans. D'accord? Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. C'est vraiment, vraiment un terme de ce point de vue-là qui est à l'origine de pas mal de mauvaises conceptions. Donc là, c'est vraiment un terme qui décrit des programmes informatiques un petit peu plus sophistiqués que ceux qu'on a l'habitude de voir. Alors là, c'est un premier exemple de ce qu'on peut faire. On peut lui demander notamment qu'est-ce que c'est qu'un modèle du langage préentraîné. Et il vous donne la réponse. D'accord? Donc là, c'est une phrase qui a été complètement réalisée par ce programme. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'après avoir analysé tout ce qui traîne comme texte sur le web, l'intelligence artificielle est non seulement capable de rédiger des phrases en bon français, mais également de vous restituer des informations. Donc là, c'est quand même un progrès technique très évident. Et oui, un modèle de langage préentraîné, c'est bien un modèle de langage qui a été entraîné à reconnaître des mots dans un texte. Wow! Alors après, si on s'amuse un peu avec l'outil, on peut lui poser des questions. Est-ce que tu sais mieux écrire qu'un humain? Alors là, réponse amusante de l'outil, qui n'aime pas trop la question.
En fait, il s'en fiche, hein. Il se dit, bon, bah, on me demande ça, il faut que je réagisse comme je vois que les gens réagissent d'habitude à ce genre de questions. Donc il comprend que c'est une question qui est un petit peu agressive. Pas du tout, en fait, hein, mais bon. Et la réponse, c'est il y en a qui ont eu droit à plus d'égards que toi. Moi, je sais très bien lire et écrire, etc. Je vous laisse lire la suite. C'est exactement l'état du fonctionnement de ces programmes aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un nombre de cas un peu trop élevé, ils se plantent. Ils se plantent dans la manière de rédiger une phrase en bon français. Donc on voit des choses qui sont stylistiquement incorrectes, inadaptées, etc. On voit aussi que lorsqu'ils vont chercher de l'information, parfois ils se trompent sur l'information à donner. D'accord? Donc là, ça, c'est un vrai problème. Donc il y a eu un scandale il y a 3 ans avec une intelligence artificielle qui a été produite par Microsoft, qui avait conseillé à quelqu'un qui était consulté sur un chatbot en 2 mots de se suicider. Parce qu'il n'était pas dans un état psychologique très très stable. Voilà. C'est le genre de problème et de challenge qu'on a à régler au niveau de l'intelligence artificielle. Par contre, je vous ai dit là qu'on peut avoir des mauvaises réponses, des textes inadaptés, des textes de mauvaise qualité. Regardez ce que ça donne sur cet exemple. Là, je lui pose une question et voilà ce qu'il me donne comme réponse. De plus en plus de propriétaires de sites web veulent utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des articles. Est-ce une bonne idée? Et là, non seulement c'est du bon français, mais je suis d'accord avec tout. Vous êtes nombreux à vouloir faire appel à l'intelligence artificielle pour écrire vos articles de blog et vos pages web. Est-ce une bonne idée? Dans ce premier article, je réponds à cette question et vous explique pourquoi c'est une mauvaise idée. Donc l'intelligence artificielle pour écrire vos textes. Depuis un certain temps, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Mais à quoi sert-elle? Etc., etc. Et donc là, si j'avais continué la génération, eh bien, il serait en train de m'expliquer que tout ça n'est pas parfait, que le truc a ses limites, etc. Wow! Bah oui, le truc a raison. Donc c'est à la fois fascinant, c'est à la fois une évolution majeure, mais c'est pas encore tout à fait au point. Et la vraie question, c'est quand est-ce que ce sera au point? Eh ben, on va essayer de détailler ça. Alors, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est une très mauvaise appellation. Donc ce sont des programmes qui s'inspirent de manière lointaine de comportements donc de l'intelligence humaine. Donc ça englobe essentiellement tout ce qui a trait à l'apprentissage automatique, notamment l'apprentissage automatique à base de neurones pour les sujets qu'on va voir aujourd'hui, et en plus, donc plus particulièrement, de l'apprentissage profond. Voilà. Alors, pourquoi profond? Parce qu'il y a plusieurs couches dans le réseau de neurones, et plus il y a de couches, plus c'est profond. Voilà. On appelle ça l'apprentissage profond à cause du nombre de couches. Donc c'est un vaste domaine aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et qui est vraiment non seulement un phénomène de mode, mais quelque chose qui est en train de révolutionner beaucoup de secteurs de l'industrie. Et si je prends l'exemple des principaux, des GAFAM, ils se présentent tous aujourd'hui comme des entreprises AI first. Ça veut dire des entreprises dans lesquelles l'intelligence artificielle est au cœur de la conception de tous leurs services et de tous les produits. Alors là, c'est une posture. Est-ce que c'est vrai? La réponse est non pour Google. Alors oui, ils sont très avancés là-dessus. Oui, la plupart des choses que je vais vous présenter en termes d'avancées technologiques récentes, ça vient souvent des laboratoires de Google. Mais est-ce que, par exemple, l'IA est au cœur du produit moteur de recherche Google? Non. 3 fois, non. Il y a des morceaux d'IA dedans, comme dans les cookies. Mais tout ce qui fait le reste du cookie, c'est des très très vieux outils. L'intelligence artificielle, par contre, envahit petit à petit son algorithme de classement. D'accord? En 2011,
on a vu apparaître le filtre Panda. Et dans le filtre Panda, il y a un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle les Support Vector Machines et SVM. Je vais vous expliquer un petit peu après qu'est-ce que c'est. En 2015, on a eu RankBrain. Première fois où on embarque véritablement un outil d'IA dans l'outil, le requêteur, l'outil qui sert à fabriquer la page de résultat du moteur. En 2018, on a eu le Neural Matching. En 2019, BERT. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça. En 2021, on a eu droit à l'annonce du lancement de MUM. Et en 2022, eh bien, on nous annonce encore un petit peu plus de MUM. Donc chaque année, maintenant, ça y est, c'est bon. Il y a encore un petit bout d'intelligence artificielle qui rentre dedans. Mais l'essentiel de l'algo, il tourne avec un vieux machin qui a été inventé dans les années 70. C'est un modèle de langage. Alors celui-là pas pré-entraîné, hein, c'est un modèle de langage qu'on appelle le modèle de langage vectoriel, qui a été inventé par Gerald Salton, et qui s'appuie sur des analyses des occurrences de mots-clés. Alors c'était quelque chose de relativement pratique pour faire des moteurs de recherche jusqu'à une époque très récente. Et donc du coup, en fait, au quotidien, l'essentiel des résultats qui remontent suite à la rentrée d'un mot-clé dans le champ de recherche de Google, c'est cet outil qui sert à ça. Alors cet outil, il a une particularité, c'est qu'il a pour objectif d'arriver à trouver quels sont les documents qui ressemblent à votre requête en termes de lexique. Qu'est-ce qu'il y a comme terme dans la requête qui apparaît dans le document? Et plus c'est proche, plus il va dire c'est pertinent. Ce qui est en général vrai, mais pas toujours. Alors ça va jusqu'à l'absurde. Donc par exemple en 2007, le système était facilement pris en défaut. Lorsqu'on demandait à Google c'est quoi la monnaie du Burkina Faso, eh bien vous aviez une page de résultats comme celle-ci, sur téléchargement légal de Lady Gaga, dans lequel les pages qui remontaient contenaient la question et pas la réponse. Zut. C'est un petit peu dommage. Donc voilà. Et ben c'est pareil. Donc sur la question quelle est la monnaie du Burkina Faso, en 2007, on avait encore des pages de résultats qui contenaient uniquement la question et pas la réponse. Donc Google a d'abord voulu se transformer en moteur de réponse et vouloir donner l'explication, comme ici, directement. Alors ça, ils font ça en reconnaissant dans les termes des éléments précis, ce qu'on appelle les entités nommées. Et derrière, ça fait réagir le système qui présente des informations qui viennent de bases de données qu'on appelle le knowledge graph. Et ça lui permet de donner directement la réponse. D'accord, mais ce n'est pas vraiment son algorithme de classement qui fait ça. C'est juste qu'il sait en fait reconnaître une question dont il a la réponse et il fournit directement la réponse. Bon, alors évidemment, tout ça n'était pas très très glorieux, très brillant, et des ingénieurs chez Google se sont dit faut quand même qu'on fasse mieux. Donc ils ont pas mal travaillé à faire avancer certains concepts en traitement automatisé du langage naturel. Et l'un des problèmes que posait l'ancien modèle, c'était qu'il ne tenait absolument pas compte du contexte dans lequel les termes apparaissaient. En fait, chaque mot était compté comme étant un mot pris individuellement. C'était comme si on avait mélangé tous les mots et on les comptait après, ce qu'on appelle l'approche en sac de mots. Un inconvénient, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à comprendre les subtilités du sens des termes. On n'arrive pas à s'adapter à ça. Donc ils se sont dit, il faut qu'on arrive à mieux appréhender ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après un terme pour arriver à être plus fin, plus malin, pour vraiment comprendre tout ce qui est ambigu, pour arriver à comprendre tous les cas dans lesquels la même graphie d'un terme porte plusieurs sens. Et là, ils se sont dit, ouais, mais on est confronté à un énorme problème, c'est que tout ça demande de traiter des quantités de données faramineuses. Et techniquement, pendant de nombreuses années, on ne savait pas faire. Jusqu'au moment où il y a des ingénieurs de chez Google qui ont dit « Ah ben c'est super, on est des spécialistes, nous, des réseaux de neurones, on arrive à faire des choses absolument fantastiques sur de la reconnaissance d'objets au milieu d'images floues.
Et si on utilisait ce même genre de concept à base de réseaux de neurones sur du langage, est-ce que ça ne nous permettrait pas d'arriver au résultat plus directement en utilisant moins de ressources? Et oui, ils y sont parvenus. Et ça a donné ce truc qui est apparu dans les années de 2013, qu'ils ont appelé les word embeddings. Donc là, le schéma que vous avez à gauche, ça représente un réseau de neurones. Donc vous avez donc le texte qui est analysé à gauche, ça passe par différentes couches de neurones, et à droite, ça vous transforme donc l'information de votre texte en des nombres. Et ces nombres, c'est des coordonnées, des termes, dans un espace sémantique virtuel. Donc voilà, donc ça, vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à représenter des termes dans l'espace. Donc voilà, donc quand on plaque ça sur un espace à 2 dimensions, vous avez les coordonnées sémantiques, donc à gauche des pays, à droite des capitales. Donc ça, c'est fait avec un outil qui s'appelle Word2Vec, qui utilise donc ce concept de word embeddings. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même une espèce il y a une certaine cohérence dans la distance entre les termes qui représentent les pays et les capitales, et la direction également de la flèche du vecteur qui les relie, c'est quasiment toujours la même. Oui, c'est ce qu'on observe en fait quand on fait ce genre de travail, c'est que les relations entre guillemets entre les termes, donc représentés de cette façon, ont des propriétés très intéressantes. Donc là, si vous voulez savoir quelle est la capitale de la Russie, d'accord, vous faites une jolie opération arithmétique à base de vecteurs pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques. Donc je prends le vecteur de Chine, donc j'ajoute le vecteur de Pékin, j'enlève donc le vecteur de Russie, et ça me donne les coordonnées de la capitale de la Russie. Et là, je regarde, c'est quoi le terme qu'elle a. Et ça me dit Moscou. Wow. Alors là où ça devient rigolo, c'est que ça marche quelle que soit la langue. Donc si j'ai un terme qui s'appelle Moscou, qui a les mêmes coordonnées sémantiques que Moscou, c'est que probablement Moscou est le terme adapté pour le français et la traduction du terme Moscow, qui est le terme anglais. Première utilisation des word embeddings depuis quelques années, c'est améliorer Google Translate. D'accord? Vous ne l'avez pas vu, mais 80% des améliorations de Google Translate, c'est ça. Donc le gros avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de spécialistes de lexicologie, ça existe, des gens qui sont capables véritablement de constituer des dictionnaires, etc., dans différentes langues pour arriver à aider les traducteurs. On n'a plus besoin de ces spécialistes pour arriver à trouver comment est-ce qu'on traduit un terme abscon du jargon de la plomberie en swahili. Imaginez le problème. D'accord? Comment est-ce que le plombier d'Afrique du Sud, il appelle le truc coudé là qu'on raccorde, si le lexicologue n'est pas plombier, il n'aura même pas l'idée de rajouter ça à ses travaux. Là, l'intelligence qui est derrière va être capable de trouver le terme uniquement en analysant les textes disponibles sur le web. Donc voilà, donc ça c'est les travaux de Mikolov, qui est un ingénieur de Google, et qui a permis de développer les premières applications des modèles de langage à base d'intelligence artificielle et de réseaux de neurones sur tout ce qui est texte web. Alors ensuite, il y a eu une autre amélioration qui est une technologie qu'on appelle les transformers. Donc ça permet en fait d'améliorer la compréhension de ce qui se passe dans le contexte, pour résumer. Et ça a permis d'arriver à la deuxième génération de modèles de langage à base d'IA, que sont les modèles à base de transformers. Donc il y en a plusieurs. Celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est BERT, et c'est une invention de Google.
Alors ça permet donc en particulier de mieux comprendre l'outil BERT si un texte est une bonne réponse à une question. Donc là, pour ceux qui connaissent un petit peu, les feature snippets sont sélectionnés avec les résultats du modèle BERT. Et ça permet également de savoir donc, si des termes homographes, donc qui s'écrivent partout de la même façon, peuvent avoir des sens différents en fonction du contexte. Alors comment est-ce qu'ils font pour arriver à fabriquer leur modèle dans le cadre de BERT? Eh bien, ils s'amusent à utiliser des masques virtuels. En fait, la machine apprend à trouver quel est le mot qui manque lorsqu'on fabrique un texte à trous sur un texte donné. Et il ne crée pas un seul texte à trous, hein. Il crée presque tous les textes à trous possibles. Et à chaque fois, la machine doit deviner quel est le mot. Alors évidemment, le système au départ, il sait quel est le mot. Donc il peut dire ça marche pas, ça marche pas. Et au bout d'un moment, le système finit par apprendre à trouver le mot. Et grâce à ça, ça fournit un outil qui est capable de prouesses assez intéressantes. Donc en 2019, c'est pas vieux, hein, c'était fin 2019 en plus, Google a introduit BERT dans son algorithme de classement pour améliorer donc la compréhension des questions en langage naturel. Là, quand je disais que chez les usagers de Google, ils commençaient à sentir qu'à un moment donné, ça allait être compliqué de continuer à utiliser les anciens modèles, c'est parce que depuis 10 ans déjà, beaucoup de requêtes sont effectuées par la recherche vocale en langage naturel sur des smartphones ou sur des objets connectés. Et donc à partir de là, il faut comprendre véritablement ce qu'appellent comme réponse les questions. C'est quoi le concept appelé? Mais il faut bien comprendre une question. Et c'est un exercice qui était très délicat en TAN il y a encore quelques années. Alors voilà, donc avant, après, une question posée à Google. Je cherche des bouquins d'exercices de maths pour adultes. Il est hors de question de répondre avec des bouquins pour enfants. C'était ce que Google faisait avant. Mais maintenant, il est capable de deviner que ça n'appelle que des pages sur des livres pour adultes et que c'est ça qu'il faut faire remonter. Eh oui. Et là, ces derniers mois, parce que tout ça est né pendant le Covid, on a eu droit au premier gros modèle de langage préentraîné. Alors là, les modèles de langage préentraîné, c'est comme BERT, mais avec une approche que je qualifierais de, passez-moi l'expression, bourrine. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, je vais chercher à avaler le maximum de pages web, dans toutes les langues, toutes les pages, même les plus pourries, tout, systématiquement. Tant qu'on peut arriver à avoir de la place sur un serveur, je le fais. Et après, j'essaye d'utiliser toute la puissance que j'ai à disposition pour arriver à créer des modèles les plus précis possibles et avec le plus de paramètres possibles. Donc les paramètres, c'est les variables en fait, qu'on peut utiliser dans les réseaux de neurones. Et donc on a une véritable course à la puissance, qui est un peu ridicule, je dirais, aujourd'hui. Parce que là, c'est vraiment la course à qui a la plus grosse, hein, entre Google, OpenAI, qui est une boîte qui appartient à Elon Musk, toujours le même, et à son ancien collègue de PayPal. On a également Turing NLG, qui est la version chez Microsoft. On a le plus gros modèle préentraîné du monde, qui est fait par les Chinois. Alors, il faut quand même avoir conscience que pour arriver à faire ces modèles de langage, la puissance machine nécessaire, c'est la consommation électrique de Los Angeles pendant 1 mois. Alors ceux qui pensent qu'il faut faire attention à la planète et se lancer dans une économie durable, là on est en train de faire des choses vraiment pas rationnelles et durables. Mais bon, donc là tout le monde va se calmer hein, sur la course à la puissance parce que ça ne fournit pas forcément des résultats de qualité. Alors, où est-ce qu'on en est vraiment aujourd'hui au niveau de l'IA dans Google? Donc, je parlais tout à l'heure de Panda. Donc, dans Panda, le problème, c'était quoi? Google était envahi de pages de contenu de basse qualité,
qui étaient faites à la chaîne par des gens qui avaient compris en fait que plus on avait de pages de contenu, plus on avait de trafic SEO, et plus on pouvait le monétiser, et plus on gagnait de sous. Autant dire qu'ils étaient complètement envahis donc, par des pages de mauvaise qualité. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour dire qu'une page est de mauvaise qualité? Bah, on demande à des humains de regarder si c'est de mauvaise qualité. Ça marche. Et si on demande à des machines, bah, au départ, elles ne savent pas faire. Mais si vous montrez à une machine, avec un petit peu d'intelligence, comment fait un humain pour faire ses choix, elle peut trouver une méthode à elle pour reproduire ses choix. Et là, c'est ce qu'on appelle du machine learning semi-supervisé. Voilà, donc les SVM, c'est du machine learning super supervisé. On demande à des gens de tester donc qu'est-ce qui est de qualité, qu'est-ce qui n'est pas, et après on demande à la machine de reproduire ses choix. Ça marche. C'est scalable. Et du coup, quand le système est entraîné, il peut décider sur des milliards de pages, ça ne pose aucun problème. Et ça, c'est une logique qui est apparue pour la première fois en 2011 dans Google. Et ça, on l'a pratiquement dans tous les filtres liés à la qualité qui éliminent le spam dans les pages de résultats de Google aujourd'hui. Donc il y a quand même de l'IA là-dedans. Alors la vraie entrée de l'IA dans l'algorithme, ça a été RankBrain en début 2015, avec un système qui permettait vraiment qu'est-ce qu'il y avait comme concept appelé dans une question posée en langage naturel. Donc ça, là par exemple, la question c'était comment est-ce qu'on appelle le prédateur suprême à la tête de la chaîne alimentaire? Réponse, eh bien, un super prédateur. Et donc, voilà, le système, RankBrain permettait de trouver la bonne réponse. On a eu ensuite le neural matching en 2018. Je vais passer rapidement dessus parce que c'est pas un progrès énorme, mais ça existe. Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça permet à Google de mieux comprendre les concepts qui sont contenus dans les pages en réponse. Et donc d'arriver à faire remonter des pages pertinentes lorsque le système est capable de comprendre quel est le concept qui est demandé. Donc voilà, donc là on a des choses qui remontent et qui ne contiennent pas forcément les mots-clés de la question, mais même pas du tout. Donc là ça arrive de plus en plus, et c'est grâce à des concepts comme le neural matching. Donc on a eu BERT, ça je passe vite, on a déjà présenté, et avec une nouveauté depuis quelques mois, qui est d'utiliser BERT pour analyser non seulement toute la page, mais les contenus dans la page, les paragraphes qu'il y a dans une page donnée. Donc ça veut dire en fait que Google ne regarde plus maintenant si le contenu entier d'une page est pertinent comme réponse à une requête. Il est capable de dire, je dois présenter cette page parce qu'il y a un paragraphe qui est super pertinent comme réponse à la question. Là, ça veut dire qu'avant la recommandation pour une fac, par exemple, la recommandation SEO typique, c'était ah ben non, vous allez créer une page pour chaque question avec la réponse dedans. Et puis après, vous allez lister les questions, et puis voilà, mais il faut impérativement une page par question et réponse. Ouais, alors d'un point de vue ergonomique, c'est pas terrible, donc beaucoup de gens ne faisaient pas ça. Mais c'était ça la reco. Là, aujourd'hui, on peut dire, bah, dans pas mal de cas, alors pas dans tous, hein, mais dans pas mal de cas, Google arrive très très bien à comprendre que dans la fac, qui peut être très longue, il y a quelque part la réponse à la question posée. C'est cool. Donc voilà, alors si vous voulez, si vous trouvez ça intéressant, il y a un documentaire que je vous recommande, dont vous aurez l'adresse dans la présentation, qui dure une cinquantaine de minutes. Ça ressemble à un documentaire Netflix, dans la forme, et donc c'est très, très, très intéressant, et ça vous montre comment les équipes de Google ont analysé tous les problèmes dont on vient de parler, et comment est-ce qu'ils cherchent de plus en plus à optimiser les systèmes à base d'intelligence artificielle pour améliorer leur système. Et pour finir sur ce qui est intégré dans Google, ils ont annoncé l'année dernière Mum. Alors Mum, c'est une blague avec maman, mais bon, voilà, c'est parce qu'ils ont fait un article dans lequel ils expliquaient que tel problème appelait sa mère, donc en anglais c'est très drôle. Ils aiment bien les acronymes comme ça, rigolos. Bert, vous savez, c'est le personnage
de l'émission pour enfants, là. Mais là, il s'agit d'un modèle de langage préentraîné multimodal. Donc là, la volonté de Google, c'est pas faire comme les autres là qu'on a vu tout à l'heure avec GPT-3, Turing LG, etc. C'est pas analyser que les textes, c'est d'analyser les pages web entières avec tout ce qu'il y a dedans. Les images, les vidéos, les sons. Donc ils font du multimodal. Et donc là, en ce moment, ce que veut faire Google, c'est améliorer la recherche visuelle. D'accord? Donc il y a dans quelques jours l'événement annuel de Google qui s'appelle Google I.O. C'est là où ils font toutes leurs annonces de produits, d'avancées technologiques, etc. Je m'attends à ce qu'ils nous fassent plein d'annonces extraordinaires sur la recherche visuelle, puisque c'est l'expérience qu'ils veulent optimiser. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir fournir des réponses pertinentes à partir de requêtes formulées grâce à votre appareil photo numérique. Donc vous êtes dans la rue, vous photographiez la chaussure de quelqu'un, et le système est capable de vous donner tout ce qu'il faut savoir sur c'est quoi cette chaussure, c'est quoi cette marque, est-ce que je peux la trouver dans un magasin, comment est-ce que je peux l'acheter, est-ce que je peux trouver des chaussures avec un style similaire, est-ce que je peux avoir l'histoire de la chaussure, etc. C'est ça l'idée, avec même. Donc là, on n'est pas sur des choses qui vont améliorer ce qu'on a déjà avec BERT, mais donc c'est vraiment des applications pour la recherche visuelle. Alors là, Google a fait une annonce récente en disant qu'ils avaient rajouté des choses dans Lens, qui est leur application justement qui sert à ajouter de l'information donc lorsqu'on prend une photo. Pour information, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'était déjà en place et annoncé depuis 3 ou 4 mois. Donc je vous mets en garde contre la communication de Google sur ces sujets-là, où de plus en plus, ils exagèrent. Ils exagèrent sur l'état d'avancement qu'ils ont, sur donc, les résultats qu'ils obtiennent, etc. On est encore dans une phase dans laquelle tout ça est un petit peu expérimental, tout le monde apprend en marchant, les résultats ne sont pas toujours aussi bons que ce qu'on espère, etc. Et c'est vrai pour tout ce qu'on a vu avant aussi. Et donc c'est pour ça que si vous pensez que tous les résultats que vous obtenez en tapant une requête dans Google aujourd'hui sont fabriqués par de l'IA, une partie des réponses sélectionnées viennent de ces outils. Mais la majorité des résultats remontent comme avant. Parce que l'algorithme de classement aujourd'hui, c'est un millefeuille. Donc on a une première couche, la couche ancienne, qui fonctionne encore avec des très très vieux modèles qui sont utilisés par tous les moteurs de recherche depuis les années 90 et qu'on retrouve également dans les moteurs de recherche internes que vous avez dans Elasticsearch, dans Solar, dans Exalid, et même chez Algolia, où on commence à utiliser pas mal d'IA, mais on a toujours l'ancien modèle. Au-dessus, on a donc la couche qui contient des choses plus sophistiquées avec de la reconnaissance de l'intention. On a tout ce qui est donc l'analyse également des entités, donc avec la reconnaissance de ces entités et la possibilité de remonter des faits, des attributs, des valeurs sur ces entités. Et puis, donc, par-dessus, c'est rajouté, à cause des impératifs liés à la recherche vocale, la couche qui gère la reconnaissance des questions en langage naturel. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces questions? Qu'est-ce qu'elles appellent comme réponse? Et du coup, est-ce que je suis capable d'analyser, quand j'analyse mes documents, quels sont les concepts contenus dans ces documents? Donc c'est la couche d'indexation, non pas par mots-clés, mais par concept, qu'on a depuis 2009 et qui s'est développée depuis. Et la dernière couche, elle existe aussi, c'est la couche à base d'intelligence artificielle. Bien, ce qui m'amène maintenant à répondre à la question posée au début. Alors déjà, est-ce que ça change le SEO? Est-ce que le SEO va changer face à un algorithme bourré d'IA? La réponse est oui. Oui, aujourd'hui ça change déjà un peu, puisqu'il y a des vieilles techniques bien bourrines qui ne marchent plus aussi bien. Alors, je ne dis pas que ça ne marche plus, mais ça ne marche plus aussi bien.
Voilà. Donc, il y a des cas dans lesquels, maintenant, des pages pertinentes et pas du tout optimisées pour le SEO arrivent à remonter, mais fantastiquement bien. Merci l'intelligence artificielle, merci les progrès. Alors qu'avant, il fallait quand même optimiser, sinon on était rangé en page 3 et puis tant pis. Donc là, aujourd'hui, on a parlé de MUM. MUM va servir à optimiser la recherche visuelle, donc on oublie pour l'amélioration du moteur de recherche classique. BERT est déjà là, donc vous voyez qu'est-ce que ça change aujourd'hui par rapport au SEO. Pas grand-chose. Ça va être un petit peu plus là. Qu'est-ce que ça va changer encore plus par rapport au SEO? Un petit peu plus, mais toujours pas grand-chose. On a un algorithme de classement qui va être meilleur, et donc ça veut dire que par contre, le truc auquel il faut maintenant s'habituer, c'est à se dire qu'au lieu d'optimiser comme autrefois en faisant du keyword stuffing, en rajoutant des mots-clés dans les balises title et dans les choses comme ça, eh bien ça commence à devenir rentable de se dire, et au passage, est-ce que je ne ferais pas bien de fournir déjà la meilleure réponse possible aux questions des internautes dans ma page? Oui. Quoi qu'il arrive, ça c'est la version durable du référencement. Ça veut dire que vous n'aurez pas à rougir de vos pages dans 5 ans. Ça veut dire que vous avez des chances que vos pages rankent mieux plus tard qu'elles ne rankent aujourd'hui et pas moins bien. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc la disruption sur le SEO, ça va pas être pour les 3 prochaines années. Mais dans 5 ans, je pense qu'il y en aura beaucoup qui se seront dit « Ah ouais, les anciennes méthodes, comme on faisait du SEO il y a 10 ans, il faut qu'on arrête là, parce que ça ne marche plus. Ça devient, le ROI de ces chantiers devient pas bon. » Alors l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on commence à embarquer de l'IA quand on fait du SEO. Alors il y a 3 concepts qui commencent à faire un petit peu le buzz, que nous on emploie au quotidien avec nos clients. C'est le SEO Forecast. Alors là, l'idée c'est on fait avaler les anciennes statistiques du client et de ses concurrents quand on les a depuis le plus longtemps possible, on mouline, ça crée des modèles prédictifs et on compare ce qu'on obtient avec ces modèles prédictifs avec les résultats réels et on essaye d'en tirer des conclusions intéressantes sur est-ce qu'on va dans la bonne direction ou est-ce qu'on va dans la mauvaise direction. Bon. Alors il y a mieux, il y a le speed testing SEO. Donc on fait la même chose, mais là on analyse les résultats sur des jeux de pages de test et on compare les résultats avec de l'intelligence artificielle derrière qui va nous dire en fait si oui ou non les changements qu'on a apportés sur 10% des pages produits et en n'ayant pas touché aux 90% récents, est-ce que ces 10% montrent des résultats qui sont attribuables aux changements effectués en matière de SEO? Ah, ben là c'est intéressant. Et là on apprend des tas de trucs. Donc nous au quotidien, on apprend aussi qu'il y a des fois, il ne faut pas lire ce qu'on voit sur les blogs SEO. Donc vous savez, les fameuses recettes de cuisine dont on vous rebat les oreilles depuis 10 ans en vous disant « Ouais, il faut absolument faire ça, c'est important pour le SEO. » Ouais, super, on prend un client, on fait le test. Ah, moins 30% de trafic SEO généré. Ouais. Est-ce que le changement SEO est la cause de cette baisse? Oui. Oui, avec un intervalle de confiance, mais violent. Bon, ok. Alors, on teste ça sur un deuxième client. Ah, merde, oui, il y a plus 15%. Vous dites, ah bah oui, bah là, c'est bon. Donc là, ce qu'on voit en faisant ce genre de test, c'est que tout ça est quand même de plus en plus influencé par le contexte dans lequel on fait des modifications et comment est-ce qu'on les fait. Et donc, ça nous apprend à être un petit peu plus subtil dans nos réflexions sur les optimisations. Et on a des startups qui commencent à s'amuser à faire des générations d'optimisation automatique. Donc là, ça c'est assez violent, ça marche pour les gros sites marchands. Donc vous avez un outil qui fabrique des petites différences régulièrement, encore une fois, dans vos pages produits, dans vos pages listing de produits. Et il y a un système qui mesure en permanence si c'est les meilleures options ou pas. Et ça vire tout ce qui ne marche pas, ça garde ce qui marche, et au bout d'un moment, ça laisse sélectionner la version des pages qui fonctionne le mieux. Et on a des gains de 10, 15, 20%
donc de trafic SEO généré par ça. Wow. Donc est-ce qu'on peut embarquer plus d'IA dans nos pratiques SEO? C'est sûr. Et alors, je finis par parler de l'éléphant dans la pièce et la génération de texte à base d'IA, qui est un truc vachement à la mode. Donc là, si vous allez sur Internet, vous allez trouver un tas de boîtes qui, depuis quelques mois, vous proposent de remplacer vos rédacteurs web SEO adorés, ou ceux que vous employez qui travaillent à Madagascar ou aux Philippines, par une intelligence artificielle. Bon là, je vous dis tout de suite, c'est pas sérieux. D'accord? Donc c'est moderne, c'est amusant. Si vous voulez jouer avec Cedi, donc vous allez voir, c'est vraiment marrant. Mais en faire des outils qui permettent l'optimisation, on n'en est pas encore là. Le coût que vous allez investir là-dedans est faible, mais il y a des coûts cachés. Les coûts cachés, c'est le temps que vous allez devoir passer à apprendre au système à donner des bonnes réponses. Et même dans ces cas-là, vous aurez encore du temps à passer pour virer tout ce qui n'est pas acceptable. Et dans le meilleur des cas, vous aurez des textes moyens. L'IA, c'est un modèle qui essaye de reproduire ce qu'il voit le plus souvent. Il ne sait pas définir c'est quoi le meilleur texte possible. Il va vous donner un texte moyen. Et ce n'est pas ce que vous voulez en général. Ce que vous voulez, c'est avoir un texte qui est mieux fait, plus pertinent, plus informatif que le texte du voisin. Et là, ça ne sait pas produire cette qualité-là. Bon, et en plus, la cerise sur le gâteau, Google maintenant est très clair là-dessus, en disant, ouais, on a regardé ce que ça donne, et avant, on ne l'expliquait pas parce que ça n'existait pas, mais là, on vous le dit, on ne sait pas trop identifier ce qui a été écrit par un humain et ce qui a été écrit par une machine. Mais par contre, on arrive à voir ce qui est de mauvaise qualité et ce qui est de qualité. Donc, si vous faites ça, il y a peut-être un algorithme qui va passer, d'ailleurs à base machine learning, qui va détecter automatiquement que vos textes sont pourris. Donc voilà, alors sans compter que vous avez tous les fails qu'on voit ici, c'est-à-dire que quand vous demandez à une IA de trouver des informations, ça ne donne pas forcément les bons résultats. Donc conclusion, il y a une disruption qui est en cours, qui est encore silencieuse. Ça va venir dans un horizon pas très lointain, mais on en est au début. Et ça veut dire que ça vaut le coup pour vous de vous intéresser au sujet. Ça veut dire que ça peut être intéressant pour vous de commencer à tester ces outils et de comprendre mieux comment ça marche et de commencer à envisager comment est-ce que vous les utilisez, mais essayez d'être lucide et essayez de faire attention au côté mode et au côté je veux innover pour le plaisir d'innover. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la solution ultime. Ce qui est clair par contre, c'est que l'irruption de tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle dans tous les compartiments de la vie, c'est inéluctable et que ça avance à une vitesse que vous ne soupçonnez pas. Donc, c'est des sujets à travailler, à étudier, quoi qu'il arrive. Voilà. Merci beaucoup.